Bien, bonjour à tous. Effectivement, après Alexandre qui nous a montré les grands principes de l'épuration extra-rénale, on va voir comment on peut arriver à optimiser l'efficacité et la tolérance de ces techniques. Je vais aborder, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec la présentation, je vais aborder un certain nombre de points qui viennent des recommandations qui ont été faites par les experts des sociétés savantes françaises, qui ont été publiées l'année dernière dans la revue Réanimation, fin de 2014, donc c'était l'année d'avant, que je vous conseille de lire. C'est en français et ça va. Vous avez toute une liste de recommandations pour les techniques d'épuration extra-rénale qui sont tout à fait accessibles aux paramédicaux. Alors, la technologie des techniques a bien sûr évolué. Vous avez ici l'hémodialyse, comment on la faisait dans les années 60, et ici l'hémofiltration dans les années 70 quand ça a été inventé. Et bien sûr, maintenant, on a des générateurs qui sont de technologie bien supérieure, mais les technologies se sont améliorées. Il faut maintenant que la façon dont on fait ces techniques soit optimisée. Et ce n'est pas parce qu'on a de la technologie dans la machine que finalement tout va bien se passer. Donc ça, effectivement, c'est les recommandations qui ont été publiées en 2014 et que je vous invite à lire. Alors, il va falloir optimiser l'efficacité. L'efficacité, ça va concerner la correction des désordres métaboliques qui se sont installés avec l'insuffisance rénale aiguë. C'est l'acidose, l'hyperkaliémie, l'hyponatrémie, l'hyperphosphorémie. Il va falloir aussi prévenir l'accumulation des toxines urémiques, parce que cette accumulation peut avoir des complications. Et puis, un point qu'on oublie aussi régulièrement, c'est qu'il va falloir gérer la balance hydrique, parce que nos patients, le plus souvent, ils sont anuriques, et que ce n'est pas forcément une bonne chose qu'il y ait des litres et des litres d'eau et de sel qui s'accumulent. Il va falloir aussi optimiser la tolérance, puisqu'il y a un certain nombre de complications qui vont pouvoir être induites par les techniques d'épuration extra-rénale. L'instabilité hémodynamique, il va falloir gérer aussi les désordres métaboliques qu'on va pouvoir induire, et puis il va falloir gérer toutes les complications liées au circuit extracorporel. Pour optimiser l'efficacité, il faut essayer de se fixer des objectifs qui ne sont pas bien clairement définis chez les malades de réanimation. On peut fixer des objectifs en fonction de la phase d'évolution de notre patient. À la phase aiguë, le patient a une insuffisance rénale aiguë, il y a des complications métaboliques liées à cette insuffisance rénale. Il va falloir avoir des objectifs en termes d'épuration de l'urée et de correction des désordres métaboliques liés à l'insuffisance rénale. Et là, c'est des objectifs en termes de dose de dialyse ou de filtration. Une fois que le malade s'est stabilisé, ça fait plusieurs jours qu'il est sous épuration extra-rénale. Poursuivre l'épuration extra-rénale, ça va permettre de prévenir l'accumulation liquidienne qui commence à s'installer. Et puis, plusieurs jours d'épuration extra-rénale, ça va commencer à exposer le patient aux désordres métaboliques qui vont être liés potentiellement à l'épuration extra-rénale. Donc, il va falloir y faire attention. Et puis, à la phase de guérison, ce qui va être important quand on va extuber le malade, eh bien, c'est de gérer la balance hydrosodée pour ne pas retarder le sevrage. Et donc là, il va falloir avoir des objectifs de perte hydrique. Quelle que soit la technique, pour être efficace, il va falloir avoir un temps effectif pour les échanges. Et ça nécessite un cathéter qui va fonctionner correctement. Michael Darmon va après vous parler des cathéters. Le temps effectif, c'est un temps sans alarme, sans arrêt des pompes, sans arrêt du dialysat. Et c'est une membrane efficace, c'est-à-dire qui doit rester perméable. Alors, l'efficacité de l'épuration extra-rénale, on a essayé de définir une dose de dialyse minimale, une quantité d'épuration minimale qui doit être appliquée aux patients. Pour l'hémodialyse intermittente, les experts recommandent au moins 3 séances de 4 heures par semaine avec un débit sanguin de 200 ml/min et un débit dialysat de 500 ml par minute, ou bien le maintien d'une concentration en urée
avant branchement aux alentours de 20-25 millimoles par litre. En termes d'hémofiltration ou d'hémodiafiltration, l'objectif minimal, c'est aux alentours d'un effluent. L'effluent, comme vous l'avez compris maintenant avec ce que nous a dit Alexandre, l'effluent, c'est à la fois la filtration et à la fois le dialysat qui va se retrouver de l'autre côté de la membrane. C'est 20 à 25 millilitres kilo-heure d'effluent. Alors, ce qui est important, c'est que la dose, la quantité d'épuration, elle doit être adaptée aux besoins du patient. Ce qu'on a défini, c'est une dose minimale, mais il y a certains patients qui vont avoir besoin d'une dose plus élevée parce qu'ils sont hypercataboliques, parce qu'ils produisent plus d'urée, parce qu'ils ont des désordres importants à corriger. Si on augmente cette dose, on va accroître le risque d'hypokaliémie et d'hypophosphorémie qui va arriver avec les jours qui passent en épuration extra-rénale. Et si on augmente la dose, eh bien, comme nous l'a dit Alexandre, il va falloir adapter les posologies des médicaments. Alors, si on a besoin d'augmenter cette dose en hémodialyse intermittente, eh bien, il va falloir augmenter le temps des séances et il va falloir augmenter la fréquence des séances, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. C'est ça qui va être le plus efficace. On peut aussi augmenter le gradient de diffusion à travers la membrane en augmentant les débits sanguins et les débits dialysats, mais ce qui va jouer le plus, c'est l'augmentation du temps. En hémodiafiltration, si on veut augmenter la dose, il va falloir donc augmenter l'effluent. Et à ce moment-là, il va falloir augmenter la filtration et ou le débit du dialysat. Et il va falloir privilégier la restitution en post-dilution pour que ce qui soit filtré dans la membrane, ça soit bien le sang du patient et pas la réinjection qu'on va mettre en pré-dilution. Pour être efficace, il va falloir maintenir la perméabilité du circuit extracorporel. Alors on pense tout de suite aux anticoagulants, mais finalement c'est le dernier maillon de toute une chaîne qui va nous permettre de prévenir la thrombose. Le premier point, c'est qu'il faut avoir un débit sang suffisant, et donc j'y reviens, un cathéter qui fonctionne bien, et donc Michael va nous expliquer ça. Il faut, après, que le débit sanguin soit constant. Ça veut dire qu'il ne faut pas, même si vos régimes de pression du circuit extracorporel sont corrects, il faut éviter que le circuit, comme on dit, tète. C'est-à-dire que la pression d'entrée dans le circuit ne soit pas correcte et que le sang ait du mal à circuler. Ça, on sait que ça va générer des turbulences, ça va favoriser la thrombose. Il ne faut pas qu'il y ait des arrêts de pompe en permanence parce qu'il y a des alarmes, parce que le fait d'arrêter, repartir, arrêter, repartir, ça fait des turbulences et ça va favoriser la coagulation. Il faut avoir une fraction de filtration dans la membrane, c'est affiché sur les générateurs. On n'a pas trop de temps de détailler, mais il faut que votre rapport entre la filtration et le débit sanguin ne fasse pas trop d'hémoconcentration dans la membrane et la valeur seuil à ne pas dépasser, c'est 25%. Il faut faire la chasse à l'air puisqu'on sait que l'air active la coagulation dans le circuit. Donc on purge correctement les circuits avant de brancher. Et on fait attention aux chambres de chasse. Il faut qu'il y ait un niveau qui soit suffisamment élevé pour diminuer l'interface entre l'air et le sang. Et enfin, on gère les anticoagulants. Donc tout ça pour bien vous montrer que l'anticoagulation, ce n'est pas forcément le point essentiel. Et ce n'est pas parce qu'un malade thrombose tout le temps ses circuits qu'il va falloir augmenter indéfiniment les doses d'anticoagulants, parce qu'après, Alexandre nous l'a expliqué, ça va l'exposer au risque d'hémorragie. Donc la gestion des anticoagulants, ce que disent les experts, vous en faites un peu ce que vous voulez, mais parce qu'on n'a pas de données qui nous disent est-ce qu'il faut mettre un anticoagulant dans la purge du circuit ou pas. On ne sait pas. Voilà. Donc les experts, mais vous voyez c'est un accord faible, nous disent il ne semble pas nécessaire de faire ça. Bon. Maintenant, si vous le faites, il faut faire attention quand vous branchez le malade pour ne pas lui faire un bolus d'anticoagulants qui était dans la purge. Si le patient ne nécessite pas d'anticoagulation systémique, s'il n'a pas d'héparine à la seringue électrique, s'il n'a pas besoin d'être anticoagulé,
Ce que recommandent les experts, c'est que ce soit en hémodialyse intermittente ou en hémofiltration, c'est on continue l'héparine non fractionnée. Il a besoin d'être anticoagulé, ce n'est pas un problème. Si le patient est à faible risque hémorragique, mais qu'il ne nécessite pas d'anticoagulation systémique, en intermittent, on peut faire de l'héparine non fractionnée ou des HBPM, et en épuration continue, même s'il n'y a pas de risque hémorragique, à partir du moment où il n'a pas besoin d'être anticoagulé de façon systémique, on recommande de faire du citrate. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir manier le citrate. Si bien sûr le patient est à haut risque hémorragique, eh bien en intermittent, on peut se passer complètement d'anticoagulants, on arrive à faire des séances un peu prolongées sans anticoagulants. Par contre, en continu, il faudra absolument faire du citrate. Je ne vais pas détailler le citrate parce que finalement, Alexandre nous en a parlé. Ce qu'il faut effectivement savoir, c'est qu'il y a des risques potentiels importants. Alexandre avait en fait ce que j'avais prévu. Mais Alexandre nous a dit qu'il faut avoir des protocoles. Effectivement, tout le monde recommande ça. Ça, c'est un type de protocole qui est proposé par une équipe française et qui est publié dans la revue Réanimation. Je ne vais pas détailler, mais vous vous rendez tout de suite compte que ce n'est pas n'importe quoi à gérer. Donc il faut que ce soit une réflexion d'équipe, une réflexion médicale et paramédicale. Il faut avoir les moyens de la surveillance. Il faut se mettre d'accord de comment on fait, parce que les doses de citrate qu'on va faire, elles vont dépendre de plein de paramètres. Et donc il va falloir les adapter. Mais si vous utilisez des techniques continues, il faut vous donner les moyens de faire du citrate, parce que effectivement, ça marche bien, et chez un malade qui a un risque hémorragique, eh bien, ça va diminuer le risque d'hémorragie. Pour l'optimisation hémodynamique, qu'est-ce qui va être important? Au moment du branchement, eh bien, il faut connecter les deux lignes du circuit extracorporel en même temps pour que le patient n'ait pas une saignée, c'est-à-dire qu'on ne lui enlève pas à peu près 250 ml de sang qui vont être dans le circuit. Il faut lui réinjecter la purge du circuit. Et donc, c'est là qu'il faut faire attention. Si vous avez mis des anticoagulants dans la purge, il va recevoir des anticoagulants. Pour les réglages, pour l'hémodialyse intermittente, ce qui est conseillé pour améliorer l'hémodynamique, c'est d'abaisser la température du dialysat en dessous de celle du patient pour éviter que le malade ait une augmentation de sa température corporelle et qu'il y ait une vasodilatation qui arrive. Alexandre nous en a parlé. Il faut aussi augmenter la concentration du sodium dans le dialysat pour faciliter ce qu'il vous a expliqué, c'est-à-dire le refilling, c'est-à-dire que l'eau et le sel puissent revenir dans le secteur vasculaire et après puissent être enlevés au malade. Et quelle que soit la technique, il faut faire attention et il ne faut pas considérer que parce qu'on va brancher une machine d'épuration extra-rénale, il va falloir faire obligatoirement de la perte de poids au patient. Cette perte de poids, c'est comme si on prescrivait ou pas du Lasix à un patient, elle doit être déterminée par la volémie et les besoins du patient. En termes d'optimisation métabolique, il faut faire attention aux poches de soluté qu'on va utiliser. Ce qu'adorent les docteurs, c'est de prendre des poches où il n'y a rien et de prescrire aux infirmières de rajouter un peu de sel, un peu de poivre, un peu de... Voilà, et ça finit par des drames, parce qu'il y a des erreurs de prescription, parce qu'il y a des erreurs de je rajoute pas ce qu'il faut, et donc en général, ça finit mal. Donc vous avez plusieurs types de poches à votre disposition qui contiennent tout ce qu'il faut. Il y a même des poches qui contiennent du phosphore. Donc on peut prévenir l'hypophosphorémie. On peut avoir des poches jusqu'à 4 mmol par litre de potassium. Donc il faut éviter de rajouter des choses dans les poches. Par contre, si on a plusieurs poches, il faut éviter de les mélanger. Parce que si on se trompe dans les poches, ça peut aboutir à des catastrophes. Et donc, il y a les poches avec le calcium, sans le calcium, si on fait du citrate. Il y a les poches de citrate. Il y a les poches avec plusieurs concentrations de potassium. Phosphore, pas phosphore. Bicard, un peu beaucoup en fonction du citrate. Bon, donc il faut une gestion de la logistique. Dans l'optimisation, il y a les manipulations du circuit extracorporel qu'il ne faut pas oublier. Et là, c'est vraiment opération main propre. Pourquoi ? Je vous ai mis ici tous les points de connexion et d'entrée possibles
bactérienne dans un circuit d'épuration extracorporelle, que ce soit ici l'hémodialyse ou ici les générateurs d'hémofiltration, eh bien, toutes ces connexions, elles doivent être manipulées proprement. Il ne faut pas oublier aussi que quand on fait de l'hémodialyse intermittente, on connecte le générateur à une arrivée d'eau et cette connexion, ce tuyau, il ne doit pas traîner par terre non plus. Si on fait rentrer des bactéries dans l'eau, elles vont produire des endotoxines qui potentiellement vont pouvoir passer dans le malade. Ce n'est pas très bon pour le patient. Ça se contamine, les circuits, on a peu de données là-dessus, mais il y a une équipe qui a regardé ça, qui a regardé 24 circuits d'hémofiltration continue, 34 heures de demi-vie, et ils ont regardé au niveau des connexions des solutés de réinjection s'il y avait des bactéries ou des endotoxines. Il y a 9 circuits qui étaient contaminés, 9 circuits où il y avait des endotoxines. Et tout ce petit monde s'était tranquillement installé et avait même créé des biofilms. Donc ce n'est pas un risque théorique. Les bactéries, elles rentrent dans le circuit si on les manipule. Et plus on va prescrire de doses de dialyse, plus les risques vont augmenter, parce que plus on va les changer les poches, et plus on a un risque infectieux. Il va falloir aussi optimiser la gestion du circuit extracorporel. Au branchement, on vérifie la perméabilité du cathéter avant de brancher le malade, ça évite de le brancher pour rien. On purge correctement le circuit pour faire la chasse à l'air, éviter les risques de micro-embolie gazeuse et améliorer la perméabilité du circuit, il y aura moins de risques de coagulation. On prévient l'agitation du patient avant, ce n'est pas la peine de penser un patient agité, ça va mal se finir parce que tout va être coudé, plicaturé, le cathéter ne va pas fonctionner. Et on fait attention quand on monte le circuit extracorporel, on évite de faire des plicatures sur les lignes, puisqu'il va y avoir des problèmes de débit dans le circuit, mais aussi, même s'il n'y a pas d'alarme, il peut y avoir des petites plicatures qui vont générer de l'hémolyse au patient. Et ça, c'est quand même un effet absolument à éviter. Au branchement, les experts recommandent de brancher à 2 personnes. Pourquoi 2 personnes? Parce que c'est la seule façon de pouvoir respecter correctement les mesures d'asepsie du cathéter. C'est une situation qui est à risque pour le patient, il vaut mieux être 2 que tout seul. Le patient le branche en position allongée parce que c'est un risque d'hypotension, le branchement. S'il a un cathéter jugulaire, eh bien, ça va aussi prévenir les risques d'embolie gazeuse. On augmente progressivement le débit sang pour vérifier que le circuit est bien perméable, que le cathéter fonctionne bien et que le circuit est bien étanche et qu'il n'y a pas du sang qui coule quelque part. Et quand on est en hémofiltration, on démarre la filtration une fois que le débit cible, que le débit prescrit est atteint pour éviter que la filtration commence alors que le débit n'est pas encore correct et qu'il y ait de bonnes concentrations dans la membrane. Pendant la séance, on garde visibles les connectiques pour éviter les drames. On fait attention au niveau dans les pièges à bulles et on va surveiller les pressions. Les pressions d'entrée, elles doivent être entre moins 50 et moins 150, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Les pressions de retour entre 50 et 150. Et on regarde les pressions pour réagir avant la coagulation du circuit extracorporel. On regarde la pression filtre, si elle augmente, c'est que c'est en train de coaguler. On regarde la pression transmembranaire, si elle augmente, c'est pareil, c'est que ça va être un signe que la membrane est en train de coaguler. Et si la perte de charge augmente, c'est-à-dire si la pression après le filtre s'effondre, ça veut dire qu'il y a des résistances et que c'est en train de coaguler. Ça permet de réagir avant qu'on ne puisse pas restituer. Au débranchement, c'est pareil, on allonge le patient pour éviter les risques d'embolie et on fait une restitution, bien sûr, au sérum physiologique et pas à l'air. Et pour finir, on s'organise dans les services. Les experts de la conférence de consensus recommandent qu'il y ait des procédures internes au service avec une prescription spécifique, une surveillance spécifique, des procédures qui décrivent comment on réalise la séance, les mesures d'hygiène à respecter. Et puis, il faut que les équipes soient formées. Ça tombe bien, vous êtes ici pour vous former. Et tout ça fait que ça sera optimisé. Je vous remercie.